Bien, donc rebonjour. Et aujourd'hui, on va aborder la partie 2 de mon cours. Je vous rappelle donc son titre, Introduction sur les problèmes inverses et description de différentes approches de résolution. Et on va s'intéresser à la deuxième partie de ce cours, qui correspond donc à la description de différentes approches. On va voir trois approches, trois techniques très différentes et par conséquent complémentaires. J'essaierai de mettre en valeur les avantages et ce qui fait défaut pour chaque technique et proposer aussi des résultats concernant l'utilisation de ces techniques en termes de problèmes inverses. Vous verrez que je reparlerai de problèmes dont j'ai parlé hier. On va rester dans le domaine parabolique d'ailleurs à ce sujet. Je rappelle mon dernier transparent d'hier, enfin de la première partie. C'est la présentation du toy problème, du problème élémentaire que je vous propose de regarder à travers ces trois techniques. C'est donc la résolution du problème inverse suivant à partir d'observation de la solution de cette équation, de ce système U, et à partir du moins possible de ces observations, le but est de minimiser le nombre d'observations, de mesures, récupérer le potentiel qui apparaît ici dans le terme d'ordre 0. Donc c'est un problème qui est évidemment déjà résolu. D'ailleurs, vous aurez l'occasion, lors des travaux dirigés, de regarder, d'appliquer deux des trois techniques sur les détails de la résolution, et donc rentrer dans le vif du sujet. Mais avant, je vous aurais présenté les techniques. Alors, donc vous verrez que je parle de X-dependent potential parce que sur les trois techniques que je vais présenter, la dépendance en X est assez importante. La première technique que je vais présenter, par contre, elle est beaucoup plus puissante, mais évidemment, il y a un prix à payer. Et elle va nous permettre de récupérer des potentiels X space and time dependent, c'est-à-dire dépendant à la fois de l'espace et du temps. Donc, évidemment, on récupère des objets plus complexes, plus complets, mais il y a un prix à payer. On va voir ça. Alors, une remarque concernant ce problème-là, que je présente avec la reconstruction d'un potentiel, en fait, c'est la même chose que de reconstruire un terme source. Il suffit en fait de reformuler le problème avec un terme source, hein, c'est-à-dire quand on écrit ceci, on va ramener le problème à la récupération d'un terme source. Quand je dis le terme source, c'est le terme en f de x, hein, et la partie r de x et de t, on est capable de la connaître. Hein. Voilà, donc récupérer un terme source ou un potentiel, ça va être notre objectif aujourd'hui avec cette deuxième partie. Alors, la première approche, c'est celle qu'on nomme via la technique du Dirichlet Neumann Map, DTN. Donc, DTN approach, Dirichlet to Neumann Map, qui peut se décliner en Neumann to Dirichlet Map, hein, on peut avoir plusieurs formes de la technique, mais dans l'esprit, c'est la même idée, c'est connaître beaucoup de données, hein, on va voir exactement quel est le format de ces données, pour récupérer le plus possible de quantités inconnues, en l'occurrence le potentiel. Alors, la clé de voûte de la technique Dirichlet to Neumann Map, c'est de construire des solutions particulières, qui ont une forme particulière du problème étudié. C'est ce qu'on appelle les solutions optiques géométriques, qui ont la forme suivante. Hein, ce sont des perturbations de forme harmonique, exponentielle harmonique, et donc x point xi et tau point t, donc on a une forme générale harmonique en espace et en temps, et de prouver des résultats de densité de produits de solutions. Voilà, donc ça, ce sont les mots-clés. Vous allez voir que dans la présentation que je vais faire, qui va reprendre essentiellement les résultats, les preuves sont très techniques, je donnerai les références, hein. Ça nécessiterait plusieurs heures de présentation, donc je vais simplement lister les résultats qui permettent d'arriver au théorème principal de reconstruction, pour essayer de comprendre un petit peu comment ça fonctionne. Bien. Alors, donc,
la preuve du résultat essentiel que je vais, du principal résultat que je vais vous montrer, c'est donc, je le répète, construire des solutions sous forme optique géométrique, vous allez voir sous quelle forme on les écrit, et utiliser donc ces fameuses densités des résultats, et grâce à ces deux points, à ces deux clés de voûte, on est capable de reconstruire, de prouver le résultat d'unicité d'ailleurs au passage, qu'on améliorera sous forme d'un résultat de stabilité, mais vous verrez que des fois la notion de stabilité, la forme sous laquelle elle se présente n'est pas nécessairement une garantie d'efficacité dans les applications numériques. Mais bon, c'est toujours mieux que de ne pas avoir de stabilité du tout. Alors, donc le general setting, donc l'environnement dans lequel on va travailler, on notera dorénavant Q qui est l'ouvert oméga croix 0T, où oméga est un ouvert borné de Rn. Et puis après les notations traditionnelles assez classiques des opérateurs différentiels. On va travailler avec cet opérateur-là. Donc je note les objets qu'on va manipuler parce que je ne reviendrai pas à chaque fois sur les notations. Donc on va noter P plus moins indice A, l'opérateur plus ou moins dt, moins I A scalaire gradient x moins Laplacien x. Donc là, vous avez l'opérateur qui se décline en deux versions plus ou moins et qui dépend donc d'un vecteur A. Et puis le symbole de l'opérateur qui s'écrit sous la forme suivante. L'espace H2.1, auquel on fera référence systématiquement. Donc, je n'écris pas sa définition, mais on a déjà rencontré ce type de notation. Donc, H2.1, c'est l'ensemble des éléments de L2, dont les dérivés en espace et en temps par rapport au multi-indice alpha et à l'indice alpha n plus 1 vérifient leur appartenance à L2 de Q pour la somme des multi-indices alpha plus alpha n plus 1 inférieur ou égal à 2. Ok, donc on notera aussi le gradient de xt comme la somme des gradients en temps et en espace. Bien. Alors, le premier lemme, je passe assez rapidement là-dessus. Par contre, c'est un lemme technique qui va nous permettre sous réserve que j'ai un élément de L2 de Q, donc c'est des conditions assez faibles. Vérifiant P plus moins A de U appartient à L2 de Q, ça c'est un peu moins faible. Et bien, on a à la sortie un élément qui est dans H2.1 qui va nous intéresser pour la suite. Alors, la notation S plus moins indice Q, qu'on va conserver en mémoire. Donc c'est l'ensemble des solutions dans H2.1 de Q du problème P plus moins, qui est ici, P plus moins Q, U égale 0. Plus ou moins U de T moins Laplacien U plus, non pardon, c'est pas ça, oui plus, non c'est pas ça. Je vais écrire exactement ce qui est formulé, je ne peux pas l'écrire à l'aide de P A plus moins, donc j'écris exactement plus ou moins DTU, plus moins Laplacien U, plus QU égale 0. En dimension, en fait, on a la même chose, égale 0. Voilà, donc cet ensemble-là, on va le rencontrer à nouveau. Alors le premier résultat, c'est celui de construction justement de ces solutions optiques géométriques. Donc notez déjà que ce qui va faire la grosse différence avec les techniques qui vont suivre, c'est qu'on travaille pour le problème qui nous intéresse avec un Q, un potentiel qui appartient à L infini de Q. Donc ici, Q, c'est un potentiel qui dépend de l'espace et du temps. Et évidemment, dans les techniques qui vont suivre, je considérerai, je vous l'ai déjà dit, que des x dépendants de potentiels, des potentiels qui dépendent que de l'espace, que de la variable spatiale. Eh bien, si, sous les hypothèses qui sont énoncées ici, on est capable de construire une solution, donc S, U plus moins, U plus par exemple, pour fixer les idées, appartient à SQ plus, ça veut dire que U plus est dans cet espace et vérifie cette équation, donc c'est celle qui nous intéresse, et il a la forme de solution optique géométrique. C'est grâce à ces solutions-là, donc la forme optique géométrique, je l'écris, mais on ne va pas la manipuler pour elle-même puisque je ne vais pas faire les démonstrations, mais au moins on a en tête la forme de ces solutions, qui est quand même pas ultra simple. Donc c'est exponentielle moins i x xi
plus taux t, facteur de 1 plus un terme résiduel, en fait un terme qu'on contrôle, oméga xi plus moins. Voilà. Et ce terme, on le contrôle via cette inégalité qui est ici. On contrôle un normal 2. Bien, alors, muni de ces solutions optiques géométriques, eh bien, on prouve ensuite un premier résultat de densité. Alors, ce résultat de densité, donc ça, c'est 1 optique géométrique, 2 résultats de densité, qui nous dit la chose suivante, que l'ensemble grand F formé des produits UV avec U qui appartient à S, P+, et V qui appartient à SQ-, donc avec la définition qui est au-dessus, eh bien cet espace-là est dense dans L1 de Q. Est dense dans L1 de Q. Donc ça, c'est le théorème 2. D'accord ? Ça, c'est le théorème 1, construction de solutions optiques géométriques, résultat de densité. Bon, un lemme technique sur lequel je passe. Maintenant, on reprend donc les notations et en fait, on va construire ce fameux opérateur de Dirichlet-Thunemann map, hein, opérateur Dirichlet-Thunemann, pardon, et voir sous quelle forme on va le construire. Donc pour ça, j'utilise une notation de gamma pour le bord de oméga, Q c'est oméga croix 0T, on l'a déjà dit, sigma 0 c'est oméga croix le singleton 0, donc ça correspond à une condition initiale, hein. Et sigma, c'est le bord de ces 2 oméga croix 0T. Alors ensuite, on définit cet espace de régularité, grand H, 3,5, 3/4, 0, et avec la définition de H de PP qui est rappelée ici. Bon, j'insiste pas plus sur ces notations qui sont un peu lourdes à digérer, et de toute façon, vous aurez les transparents à volonté pour les revoir. Hein. Donc je répète, je vais survoler le déroulement de la technique. Donc, on introduit un problème annexe, qui est le suivant. Donc, toujours l'hypothèse que Q appartient à l'infini de grand Q. Si on considère phi qui est dans l'espace précédent, hein, donc cet espace de régularité avec la condition que psi autant 0 est nul sur tout le bord, donc U, indice Q phi, qui est noté ici, et l'unique solution dans l'espace H de 1Q dont j'ai parlé précédemment du problème suivant, donc celui qui nous intéresse, condition initiale nulle et une condition sur le bord, U est égal à phi sur le bord, et une telle solution vérifie en plus cette inégalité de régularité sur l'inégalité de normes. Alors, c'est là qu'on construit l'opérateur de Dirichlet-Neumann. Alors, ça fonctionne avec celui-ci, ça pourrait fonctionner avec un opérateur un petit peu différent. Je vais m'expliquer sur ce point-là. Donc, ce qu'on appelle l'opérateur de Dirichlet-Neumann, ici en tout cas, on le note lambda indice Q. Donc, il part de l'espace H 3,5, 3/4, 0, qui a été défini juste avant. Donc, c'est un espace de régularité avec des contraintes à t égale 0. Dans l'espace H1,5, H1,5, 1/4 de sigma prime. Voilà, je l'ai là. Donc sigma prime a été défini, voilà, c'est défini juste au-dessus. Hein. Sigma prime, alors sigma prime, vous imaginez votre ouvert, d'accord? Et puis on définit une partie du bord qu'on note gamma prime, et sigma prime, c'est gamma prime croix l'intervalle en temps. Eh bien, donc H1,5, pardon, sigma prime, il n'est pas ici, hein. Voilà, et ici c'est sigma. Qui a phi associe. Donc phi c'est la trace au bord, hein, dans mon système là. Phi c'est la trace de la solution au bord de ce problème P. Hein. C'est la trace de la solution sur sigma au bord du domaine. Donc qui a phi associe la dérivée normale de U Q phi. Voilà, de la solution donc, du problème P qui est cité au-dessus. Alors ça c'est
typiquement une Dirichlet-Tullman map, puisque j'associe à n'importe quelle donnée au bord, phi, d'accord, c'est-à-dire la trace de la solution de mon problème au bord, j'associe sa dérivée normale, d'où l'appellation de Dirichlet-Tullman map. Alors la connaissance de cet opérateur, c'est un opérateur, eh bien, elle ne va pas faire des miracles, parce qu'on ne fait pas de miracles, évidemment, en mathématiques, mais elle va résoudre des problèmes énormes. Mais en même temps, vous imaginez que c'est un opérateur, c'est la connaissance d'un opérateur, c'est-à-dire que c'est la connaissance d'une infinité d'infinités de mesures. J'ai une infinité de possibilités de choisir ma trace sur le bord, d'accord ? Et je connais donc, pour chaque opérateur que je vais construire ici, pour chaque valeur de phi, je vais connaître la trace de la dérivée normale, la trace de la dérivée normale sur sigma prime, sur une partie. Ici, on n'est pas très exigeant puisqu'on considère qu'une partie du bord, et ça peut avoir son intérêt, donc c'est quand même un joli résultat. Malgré tout, l'amas de données nécessaire pour construire et connaître cet opérateur Dirichlet-Neumann est considérable. Donc c'est l'aspect, j'y reviendrai plus tard, qui est un petit peu gênant, surtout quand on va faire du numérique. Là-dessus sur les résultats qu'on obtient avec un Dirichlet-Tullman map. Alors, le théorème principal, hein, on définit le domaine D0, c'est donc l'ensemble des phi dont j'ai parlé juste avant, est tel que phi égale 0 à l'extérieur de gamma prime, donc phi égale 0 ici, sur le bord, le complémentaire de gamma prime, dans d oméga. Eh bien, donc ça c'est technique, hein, ça apparaîtra, quand vous regarderez la preuve détaillée, si vous souhaitez le faire, ça apparaîtra dans la preuve. Eh bien le gros théorème, le théorème qui nous intéresse, théorème 3, donc le théorème 3 nous dit que l'application qui a Q appartenant, je vais le préciser, à l'infini de Q, parce que c'est quand même assez remarquable, hein, cette application-là, qui a Q appartenant à L infini de Q, associe mon opérateur de Dirichlet-Neumann, hein, restreint donc l'opérateur delta indice Q, lambda indice Q, pardon, restreint à l'espace des zéros, c'est-à-dire aux traces phi qui sont dans H3 demi, H3 quart, virgule 0 de sigma, tel que phi soit nul à l'extérieur de gamma prime, donc phi égale 0 ici. Eh bien, cette application est injective, hein, is one-to-one. Injection de cette application, donc j'ai ce qui signifie autrement dit que la connaissance de cet opérateur me donne le potentiel de manière unique. Alors comment on démontre ça ? Par une succession de lemmes qui vont construire petit à petit ce résultat d'unicité. Alors le lemme 2, pardon. Le lemme 1, c'était aussi un lemme technique. Tous les lemmes sont techniques, mais ils sont incontournables pour arriver au résultat. Alors, que dit ce lemme ? Il dit, OK, si j'ai le produit, donc je prends Q toujours appartenant à l'infini de Q, oméga est un sous-ensemble ouvert de Q, petit f est dans L2 de ce sous-ensemble, eh bien, si cette intégrale est tout le temps nulle pour tout U appartenant à SQ0, alors cette intégrale est aussi tout le temps nulle pour U appartenant à SQ+. Et là, l'intérêt, donc je rappelle ici les définitions de SQ0, SQT, SQ+-, celui-ci était rappelé ici. Ça, le but, c'est de passer, parce que dans la preuve, on est amené à un moment à avoir ce type d'égalité, mais pour des U qui sont, on va dire, qui vérifient des contraintes de ce type-là, hein, SQ0 pour phi appartenant à D0, le D0 étant défini juste avant, eh bien, on peut dire que alors, si cette égalité est vérifiée pour tous les U dans cet espace, elle est vérifiée aussi pour tous les U dans SQ+, et SQ+, lui, c'est l'opérateur qui m'intéresse. Enfin, c'est l'ensemble des solutions qui m'intéressent. D'accord ? Je n'ai pas de restriction sur les conditions. Et idem pour SQT, donc ça c'est condition initiale, et ça c'est condition finale. Hein. D'accord ? Eh bien, j'ai aussi la même égalité à 0 pour tout U qui appartient à SQ-. Alors, ce résultat-là, associé au lemme de densité, donc le lemme 3, le lemme de densité, qui nous dit que tout produit d'éléments de SP0, donc SP0, je les rappelle ici, SP0, c'est les solutions du problème P de tout à l'heure, U indice Q phi, pour phi appartenant à l'ensemble des zéros. Et
Pour tous les V appartenant à SQT, donc SQT c'est pareil, sauf que cette fois-ci c'est la condition finale qui est réclamée ici, hein, avec le grand T, eh bien tous ces produits de solution est dense. Tous les produits de solution est dense dans Ln de Q. Donc rappelez-vous, on a construit une solution optique géométrique, on établit un résultat de densité dans des espaces appropriés, donc ça c'est le lemme 3. Et finalement, on a un lemme 4 qui va nous permettre de conclure. Alors le lemme 4 nous dit quoi? Que si je prends deux potentiels différents, pour lesquels les opérateurs de Dirichlet-Neumann que j'ai définis ici, hein, restreint à D0, donc lambda Q restreint à D0 égale lambda P restreint à D0. Donc si ces deux opérateurs de Dirichlet-Neumann coïncident, alors on récupère l'égalité à 0 de cette intégrale. Là, il suffit d'écrire en fait de prendre les solutions du premier problème, les solutions du second problème, de faire apparaître, d'utiliser des formules de Green, et de faire apparaître à travers ces formules de Green les opérateurs de Dirichlet-Neumann, puisqu'ils lient la condition au bord, la trace de la solution au bord à la dérivée normale de la solution au bord. Bref, on arrive donc à ce résultat qui nous dit que l'intégrale de P moins Q fois Z est égale à 0 pour tout Z appartenant à FPQ, mais grâce au résultat de densité, donc FPQ, je reviens un petit peu en arrière, FPQ, c'est cet espace-là, mais on sait que cet espace-là, on l'a prouvé donc dans le M3, il est dans un Ln de Q. Ben, s'il est dans un Ln de Q, on récupère donc le fait que P égale Q. Voilà, donc on a un résultat d'unicité. Je répète, l'artillerie déployée est extrêmement lourde. Les notations le sont aussi, donc j'ai survolé essentiellement les idées à retenir. C'est celles que j'ai notées. C'est la construction de solutions particulières avec une forme particulière qui est très puissante. Hein. Et après, établir des résultats de densité et construire les bons opérateurs de Dirichlet-Neumann. Voilà. Alors, donc là, c'est un résultat d'unicité. Hein, vous l'avez vu, on prouve qu'il y a une injection de cette application. Maintenant, la connaissance de tant de données, est-ce qu'elle peut amener un résultat de stabilité? Ben, la réalité, c'est qu'en fait, on est assez coincé avec Dirichlet-Neumann. On a des résultats de stabilité, mais la technique utilisée fait que ce sont des résultats de stabilité médiocres. Alors, qu'est-ce que j'entends par résultat de stabilité médiocre? Eh bien, vous allez en voir un. Voilà, donc si on suppose, donc c'est une amélioration, c'est plutôt un corollaire du résultat précédent, une inégalité de stabilité logarithmique, je le précise ici, mais vous allez le voir dans la lecture de cette inégalité de stabilité, est possible si en plus on ajoute quand même une hypothèse supplémentaire de final overdetermination, c'est-à-dire qu'on suppose qu'on connaît la valeur de la solution au temps grand T, donc c'est une hypothèse de données supplémentaires, légitime ou pas, je ne sais pas, en tout cas, elle peut être réaliste, parce que la final overdetermination, on peut considérer que ça c'est quelque chose, mesurer la solution partout, hein, partout, c'est ça la difficulté. Au temps final, on peut estimer que c'est des fois envisageable, bref. Les hypothèses précédentes, plus la final overdetermination, un peu plus de régularité sur les potentiels, vous voyez qu'il faut que, bon, on a toujours ça, QI1, mais la différence doit appartenir à H01Q, ça veut dire qu'on a la connaissance, par exemple, du potentiel au bord. Hein. Tout à l'heure, on n'avait pas cette contrainte-là. Là, pour établir cette inégalité de stabilité, il faut qu'en plus on connaisse le potentiel au bord du domaine, ce qui est là aussi qui peut être réaliste, c'est pas inenvisageable, hein, au contraire, mais c'est une hypothèse de plus qu'on n'avait pas tout à l'heure. Eh bien, on peut estimer la norme L2 de la différence Q1 moins Q2 par ce log alors la puissance, vous la voyez, c'est moins 1 sur n plus 3, donc c'est une puissance négative, du log de 1 sur delta fois la norme de la différence des deux opérateurs. Alors, en quoi c'est une inégalité de stabilité? Ben, ce qu'il faut, c'est que, hein, hier je vous ai parlé des inégalités de stabilité sous le format suivant, je vous ai dit, quand je veux reconstruire un coefficient alpha dans une certaine norme, d'accord, une certaine norme que je ne précise pas, eh bien, je parlais d'inégalité de stabilité si
j'arrive à établir une équation de ce type-là dans laquelle f de s tend vers 0 quand s tend vers 0. Quand s tend vers 0. Donc il faut choisir les bonnes normes de telle manière à avoir une telle inégalité. Ici, c'est ce qui se passe, parce que si la norme de la différence des deux opérateurs tend vers 0, bah ici j'ai quelque chose qui va tendre vers l'infini, d'accord, mais très lentement. Très lentement. La caractéristique de l'explosion d'un log, c'est qu'il explose très très lentement. Et après, ben, et comme c'est une puissance négative, ça veut dire que cette quantité-là va tendre vers 0 effectivement, c'est-à-dire qu'elle va vérifier ceci, mais vous savez qu'une fonction peut tendre vers 0 plus ou moins rapidement, et en l'occurrence, elle va tendre vers 0 très rapidement. C'est en ça que c'est une médiocre inégalité de stabilité, et si on essaye de l'utiliser dans une optique numérique, bah, j'ai bien peur que les résultats de convergence des simulations soient eux aussi médiocres. Enfin bref, elle a l'avantage d'exister, et c'est ce qu'on recherche dans une inégalité de stabilité. Quant à son utilisation, c'est une autre histoire. Ce qui est sûr, c'est qu'on peut retenir que l'opérateur Dirichlet-Neumann, il est multiforme. Là, je vous en parle dans le cadre d'un problème parabolique. Il est plutôt très adapté aux problèmes hyperboliques, hein, l'équation des ondes, et tout ce qui est autour, tous les problèmes inverses qui sont associés. Et dans les trois domaines que je connais un peu, parabolique, hyperbolique et Schrödinger, c'est vrai qu'on le voit plus souvent utilisé dans le domaine hyperbolique, un peu Schrödinger, et beaucoup moins dans le cas hyperbolique. J'ai d'ailleurs eu du mal, moi je ne l'ai jamais utilisé personnellement, et j'ai eu du mal à trouver des résultats là-dessus, et qui sont, bon, un joli résultat d'unicité, parce que je répète, ce qu'on récupère, c'est un potentiel en espace et en temps, avec des hypothèses de régularité pas trop fortes, et voilà. Mais on récupère de l'unicité, essentiellement, la stabilité, c'est pas un résultat remarquable. Bien, alors les références sont ici, et je les laisserai dans le slide, bien sûr. Et maintenant, on va se poser la question, après avoir vu l'efficacité de la méthode, après en avoir mis en évidence quelques inconvénients, ben, on va se poser la question, comment améliorer le côté le plus... pas négatif, parce que ça serait un peu exagéré de dire ça, mais le côté le plus lourd de la démarche, qui est l'infini nombre d'observations. C'est un opérateur qu'il faut connaître, et ça, numériquement, c'est, on va dire, hors de portée. En tout cas, si on veut être fidèle et proche des données, ben là, ça va être très très dur. Donc, comment améliorer ça? Ben, on va regarder ensemble une deuxième approche, qui est elle aussi largement utilisée, elle aussi pour plusieurs types d'opérateurs, aussi bien Schrödinger que les opérateurs hyperboliques que les opérateurs paraboliques. Elle est très 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 utilisée, et elle a, on va le voir, effectivement pas mal d'avantages, quelques inconvénients aussi, hein. En tout cas dans le cas parabolique, elle a quelques inconvénients que je vais vous mettre en évidence. Alors, qu'est-ce que c'est d'abord qu'une inégalité de Karlmann? Alors, je ne vais pas revenir aux sources. Hein. Karlmann, il a fait un papier, seminal paper, que vous pourrez regarder. Mais ce n'est pas ce papier qui est intéressant, en tout cas dans l'optique problème inverse, pour nous, c'est l'utilisation que des gens ont, que des chercheurs ont pensé à une certaine époque de ces inégalités de Karlmann dans l'optique de la résolution de problèmes inverses. Et donc là, je pense en particulier au seminal paper de Buggen-Klibanov, qui ont, en même temps d'ailleurs, pensé ont eu la très bonne idée de comprendre comment une inégalité, donc une estimation d'énergie avec des paramètres, pouvait être exploitable dans le cas des points inverses. Ça, c'est assez fin. Et on va voir ensemble comment ça fonctionne. Donc, je pars d'une équation parabolique basique, hein, c'est la 2 qui est écrite ici, d'accord ? Oméga est un domaine borné, toujours, et le but, c'est de trouver une fonction poids, c'est ce qu'on va l'appeler comme ça, hein. Donc vous voyez qu'ici, j'ai un poids dans mon inégalité intégrale, une inégalité d'énergie. Donc j'ai des poids ici, et des coefficients, S puissance quelque chose ici, et une inégalité de Karlmann, c'est effectivement une estimation avec des poids de
de la solution et de certaines normes de la solution du problème 2, par exemple ici, puisque c'est lui qui nous intéresse, en termes du terme source de la même équation, avec les mêmes poids, bien sûr. Et ce qui va être important dans l'optique du problème inverse, c'est d'une part les poids, bien sûr, ça ils sont inhérents à Karlmann, mais surtout, et ça c'est aussi inhérent à Karlmann, mais c'est ce qui va vraiment servir dans la résolution du problème inverse, c'est qu'on va avoir des coefficients avec des puissances différentes. Et ce sont eux qui vont nous permettre d'établir des résultats de reconstruction. Évidemment, à l'origine, l'estimation de Karlmann était établie pour obtenir des résultats d'unicité, mais dans des problèmes très différents, et dans le cas d'équations elliptiques. Alors, donc revenons à la question, qu'est-ce qu'une estimation de Karlmann? Pour chaque problème, on a des estimations de Karlmann de base, mais évidemment, une fois qu'on l'a établi, on l'a utilisé pour résoudre le problème associé. Et si on veut s'intéresser à un problème différent, par exemple, je prends ce que je vous ai montré hier, des équations paraboliques basiques, okay, c'est celle qu'on va regarder ensemble aujourd'hui, mais on peut, à partir d'un corpus d'équations paraboliques, rajouter des coefficients, rajouter des termes, je pense aux termes mémoire qu'on a vu hier, des coefficients de dégénérescence, des termes non linéaires, des parties principales un peu sophistiquées. Bref, on peut évidemment à volonté compliquer l'opérateur parabolique auquel on s'intéresse et donc s'intéresser à des points inverses bien spécifiques. Eh bien, pour chacun de ces nouveaux problèmes, il va falloir établir à partir de Karlmann connus et très efficaces pour les problèmes basiques, de nouvelles inégalités de Karlmann qui vont être plus spécifiques aux problèmes qui nous intéressent. Donc il y a toujours du travail à faire là-dessus. Et ce travail, il est très technique. Établir une inégalité de Karlmann, c'est un travail assez lourd, fastidieux, pas compliqué en soi, puisque la technique de base, c'est de l'intégration par parties. Judicieusement, astucieusement écrite, mais ce sont des intégrations par parties. Et beaucoup d'huile de coude, c'est-à-dire un grand nombre d'équations à manipuler. Alors, à quoi correspond mathématiquement, si on veut aller gratter ce qu'il y a derrière, pourquoi ça marche finalement, pourquoi ça marche par exemple dans la résolution de problème inverse, parce que en fait, le fait d'associer des poids aux inégalités de Sobolev dans les inégalités de Karlmann, ça permet de transmettre une certaine information, en relation avec ces poids-là. Donc les poids sont essentiels, et évidemment, ils sont spécifiques à la PDE, à l'équation dérivée partielle étudiée. C'est-à-dire que les poids qu'on va étudier, alors il y a des poids entre guillemets universels, mais bon, les poids qu'on va utiliser pour la forme des poids qu'on va utiliser pour l'hyperbolique, j'aurai des contraintes que je n'aurai pas pour le cas parabolique. Et c'est exactement comme ça que ça se passe. Dans le cas parabolique, on a relativement peu de contraintes, ça vient de la forme de l'opérateur, de la nature de l'opérateur. Et par contre, on a des contraintes très fortes, plus fortes, pas très fortes, mais plus fortes dans le cas hyperbolique ou Schrödinger. Voilà, donc c'est ce que je dis dans le dernier point. Dans le cas parabolique, peu de contraintes pour le choix de ses poids, mais c'est un peu plus compliqué dans le cas hyperbolique. Et là, il y a beaucoup de revues qui ont été faites. Donc, je pense au livre d'Isakov et une jolie revue que je cite d'ailleurs par Masahiro Yamamoto sur le cas des problèmes paraboliques. Et justement avec une explication à partir de la source de ces inégalités de Karlmann, et il envisage pas mal de situations. Même si le papier commence à être un peu vieux, il est quand même toujours très intéressant. Alors, comment et quelle forme a ces fameuses inégalités de Karlmann? Alors, une première approche, que je qualifie de local form version 1, parce qu'il y aura plusieurs versions, vous allez voir, c'est ce qui fait aussi l'intérêt, c'est que les différentes versions vont différer par rapport au type d'observation que l'on veut faire. Par exemple, alors je vais effacer ça parce que j'en ai plus besoin. Maintenant on passe dans un autre univers, donc celui de Karlmann Estimate. Et donc, pour le moment, je travaille toujours, d'ailleurs essentiellement sur des ouverts bornés, et on peut imaginer plusieurs types d'observations. Voilà mon ouvert oméga.
on peut imaginer que on est capable d'observer sur une partie du bord. Alors j'ai décidé celle-ci, ça peut être de l'autre côté, hein, bien sûr. Donc ça peut être ça, le domaine d'observation. Les observations dont on a besoin pour récupérer l'information sur le coefficient qu'on veut retrouver, hein, le fameux problème inverse, ça peut être observer la solution sur le bord entier ou sur une partie du bord. Et Karleman, grâce aux inégalités de Karleman, on sait faire ce genre de choses. Mais ça peut être aussi, et ça dépend des situations abordées, ça peut être aussi connaître l'information localement, sur un ouvert petit oméga. Ah, ici, c'est sur une partie petit gamma du bord, et là, ça peut être sur ouvert. On va voir effectivement qu'il y a plusieurs formes de Karleman et que l'on sait adapter selon l'information dont on dispose. Alors, que dit le théorème 1, 4.1 ? Il commence par la construction de ces fonctions points. Donc, on considère une fonction D qui est de classe C2 et qui vérifie l'hypothèse que son gradient est non nul sur tout l'ouvert. On construit ensuite une fonction psi, c'est elle qui va être l'âme de notre fonction point, qui s'écrit sous la forme D moins bêta t moins T0. Donc T0 est un réel strictement positif, est un temps strictement positif fixé, d'accord. Donc vous voyez qu'on construit cette fonction poids avec une composante spatiale et une composante temporelle. Donc ça, c'est une forme très générale qu'on retrouve dans le cas hyperbolique aussi, et Schrödinger. Et finalement, le phi dont on a parlé tout à l'heure, l'exponentielle de z phi qui est ici, hein, c'est elle-même, on l'a construit comme une exponentielle, et vous voyez avec de nouveau un paramètre, hein, lambda. Alors, vous verrez que dans les inégalités de Karleman, on peut manipuler deux paramètres, S et lambda. Et ça, c'est une grande souplesse dans certaines situations. Alors, en général, dans la plupart des résultats, un seul paramètre suffit, c'est le paramètre S. On parle de grands paramètres parce qu'on va plutôt leur donner des valeurs très grandes. C'est dans ce sens-là qu'on va les utiliser, pour éliminer des termes, pour absorber des termes. Et dans la pratique, on écrit des inégalités de Karleman avec ces deux grands paramètres, S et lambda. Et dans la pratique, on manipule en général qu'un paramètre qui est le paramètre S. Mais dans certaines situations, le paramètre S n'est pas suffisant. Par exemple, je pense à des reconstructions de plusieurs coefficients simultanément, ce qui est plus difficile, bien sûr. Eh bien, c'est mieux de jouer sur deux paramètres. C'est pas mieux, des fois, c'est incontournable. OK ? Donc, voilà la fonction poids, la forme qu'elle a, avec les hypothèses sur psi, et psi elle-même dépend d'un d de x qui vérifie cette hypothèse. Donc ça, c'est un poids basique. Avec ce poids-là, on a des hypothèses de régularité, je passe là-dessus, hein, qui ne sont pas ultra contraignantes, mais qui existent. Il existe un lambda 0, tel que pour tout lambda plus grand que lambda 0, on peut choisir une constante S0, telle que il existe une constante C d'estimation ici qui va dépendre uniquement de S0 et de lambda 0, ça c'est très important, hein. Elle ne dépend pas de S et lambda, elle dépend simplement de S0 et lambda 0, tel que on est l'estimation des normes. Alors vous voyez que c'est très complet, alors je vais l'écrire d'ailleurs pour mémoire, ce terme de gauche, hein. Donc tout le terme de gauche, habituellement il est appelé le left hand side. Et vous allez voir qu'on le retrouve de manière uniforme dans toutes les formulations de Karleman. Et donc ce terme de gauche, qu'est-ce qu'il contient ? Il contient la norme en temps, la norme de DTU, la norme du gradient, la norme de U et la norme du Laplacien. D'accord ? Donc le left-hand side, LH, c'est égal à 1 sur S phi, facteur du module de DTU au carré, plus un terme d'ordre 2, donc sigma, sapristi, sigma pour IJ de DI, DJ de U au carré. Donc il y a un coefficient 1 sur S phi par rapport à ces termes-là, qui est souvent gênant, hein, plus un coefficient différent, lui beaucoup plus intéressant, S lambda de phi. Donc ça c'est les termes d'ordre 1, gradient de U au carré, plus un S3 lambda 4, c'est ça, S3 lambda 4 phi 3, et là c'est le terme d'ordre 0, U carré, fois l'exponentielle de S phi dx dt. Voilà le terme de gauche. Alors dans le cas de cette forme locale
forme version 1, ça c'est plus petit que l'intégrale de L de U. Donc L de U, vous imaginez votre opérateur. Donc votre opérateur dtu moins Laplacien U, alors moins L de U, puisqu'ici j'ai des termes assez variés, dtu moins L de U égale, alors je l'ai appelé L de U ici, non pardon, alors donc c'est tout ça, donc dtu moins A de U, où A est l'opérateur elliptique, tout ça on l'appelle L de U, d'accord. L de U, c'est le terme source, d'accord. C'est tout ce qui va faire fonctionner la machinerie de mon opérateur parabolique. Et donc, dans la première formulation, on a ce gros terme de gauche qui contient beaucoup d'informations sur les normes, je dis bien de U, en espace et en temps. Des informations coefficientées, je le répète, par des puissances de S et de lambda très importantes dans la suite. Eh bien, cette estimation, là, pour tout S plus grand que S0 et pour tout U qui est dans H de 1 de Q, tel que le support de U soit inclus dans D. Donc, des contraintes assez fortes quand même. La première version, ce n'est pas celle qu'on utilise en général. On essaye d'améliorer ça. Et donc, comment on améliore ça? Eh bien, alors, on va devoir comment on améliore ça. Les idées pour établir cette inégalité de Kalman, qui, je répète, prend plusieurs pages, donc il n'y a pas de difficulté majeure, mais il y a plusieurs pages d'écriture. Donc L de U, c'est dtu moins U, donc A, c'est un opérateur différentiel elliptique, et dans ce qui va suivre, je parlerai du Laplacien, parce que c'est beaucoup plus simple à manipuler. Donc les outils essentiels, c'est des intégrations en partie, je dis bien des intégrations en partie, et puis de relevant grouping, ça veut dire des assemblages astucieux de toutes ces intégrales qu'on va regrouper avec par rapport aux puissances des paramètres S et lambda. Voilà. Alors, ça c'est les idées, et la mise en œuvre, elle est évidemment technique. Elle est technique, donc on va la passer. On utilisera les résultats de Karleman, c'est trop long à établir, et le but ici de ce cours, c'est de voir comment on utilise Karleman. Mais c'est bien aussi de savoir comment c'est construit, et là, je vous donnerai des références dans lesquelles vous verrez le détail de la construction de celle-ci, par exemple. Alors, la version 2, local form, c'est quoi ? Typiquement, la condition qu'il y a là, elle peut ne pas être vérifiée. Le support de U inclus dans D, ça peut ne pas être vérifié. À ce moment-là, on a une généralisation du résultat précédent, donc toujours le même membre de gauche, left-hand side, d'accord, que vous retrouvez ici. Et dans le membre de droite, eh bien, je récupère, puisque cette fois-ci le support de U n'est pas inclus dans D, c'est-à-dire que je n'ai pas éliminé tous les termes de bord, je récupère des termes de bord, et ces termes de bord, vous les voyez apparaître ici. D'accord, donc c'est des termes d'ordre 1 et d'ordre 0 en U. Alors, le poids en phi, il a disparu. En fait, il n'a pas vraiment disparu, il est ici. D'accord, mais on verra que cette exponentielle, elle n'est pas trop gênante, parce que ça c'est ce qu'on va qualifier d'observation. Donc, on ne veut pas l'éliminer, au contraire, c'est des termes qu'on veut garder. Ce qu'on voudra éliminer, c'est ces termes-là, bien sûr. Si je veux utiliser un Karleman pour résoudre un problème inverse, il faut que j'ai une observation. En gros, ça sera ces termes-là. Donc, vous voyez qu'ici, j'ai une observation sur tout le bord, en espace et en temps. D'accord ? Et l'optique, ça sera d'éliminer ces termes-là d'une manière ou d'une autre. En tout cas, d'utiliser les fameux poids de Karleman, les S lambda, pour essayer d'absorber, ce mot absorber, dans les techniques de point inverse, on l'utilise souvent. Voilà. Et donc là, évidemment, il n'y a pas de contrainte sur le support de U, puisqu'on récupère l'information au bord. Alors, donc, ça, c'est les Karleman basiques qui sont à notre disposition dans le cas parabolique. Vous avez vu donc qu'il y a cette fameuse contrainte, soit le support de la solution est inclus dans le domaine, bon, ça, il n'y a pas de raison, ou alors j'ai une observation qui est quand même sur tout le bord en espace et en temps, qui n'est pas très très pratique. Alors, il y a un résultat établi par Imanuvilov et ensuite amélioré par Imanuvilov et Yamamoto, qui donne une très belle inégalité de Karleman, sans l'hypothèse de support compact pour la solution.
et avec des observations qui ne sont pas sur tout le bord, en tout cas qu'on peut limiter. L'idée, c'est de transformer les fonctions poids. L'idée, c'est de transformer les fonctions poids. Et première étape de cette transformation de ces fonctions poids, il y a un lemme de construction de ces fonctions poids, qui est le suivant. Donc, si petit oméga est un sous-domaine quelconque de grand oméga, enfin, et petit oméga 0, un sous-domaine oméga tel que j'ai ces hypothèses-là, donc je passe rapidement sur ces hypothèses, on imagine, donc ça se voit assez bien, là, elles ne sont pas ultra compliquées à visualiser. C'est ça qui est important, il existe une fonction D de classe C2 sur oméga bar, telle que D est positive, D est nul sur le bord, et le gradient de D est strictement positif sur cet ouvert-là. Alors en gros, ça veut dire que, en dimension 1 par exemple, vous imaginez, si ça c'est oméga, d'accord ? Si ça c'est grand oméga, si ça c'est petit oméga 0, je vais orienter comme ça, c'est ça, ben, vous imaginez une fonction qui vérifie ceci. Et donc effectivement, le gradient sera non nul à l'extérieur de oméga 0. Et puis en dimension au-delà, vous imaginez une fonction qui a la forme d'un Fujiyama. Oui, enfin, le fameux mont japonais qui est toujours enneigé. Voilà. Alors, comment sont construites ces fameux poids de Karlmann? Eh bien, évidemment, ils sont un peu plus sophistiqués. Donc, rappelez-vous, D vérifie ces hypothèses-là. Eh bien, on construit une fonction alpha qui va être égale à exponentielle lambda D moins exponentielle 2 fois lambda, la norme C de D, sur T fois grand T moins petit t. Alors ça, c'est très important. Là, c'est une idée majeure. Hein, faire apparaître la dépendance en temps, non plus en termes de différence comme tout à l'heure. Rappelez-vous, la dépendance en temps, elle est là. D'accord ? Donc dans une forme standard, hein, mais qui va faire apparaître des termes de bord un peu gênants. Ici, voilà. Ici, vous voyez, la dépendance en temps, elle est très astucieuse. Donc phi, après, ça sera phi est noté comme ceci, exponentielle lambda d, ok. Et donc après, on va retrouver la formulation des poids avec à la place de l'exponentielle 2s phi tout à l'heure, l'exponentielle 2s alpha et alpha qui est formulée comme ci. Et alors, cette dépendance en temps, elle fait que quand on va se rapprocher, donc ceci est négatif, d'accord ? Donc quand on va se rapprocher de 0 ou quand on va se rapprocher de t, ces quantités vont tendre vers moins l'infini. Et une exponentielle de moins l'infini, ça écrase. Donc les poids ici vont écraser tout ce qui va se passer sur les bords en temps. Donc déjà, on n'a plus de problème d'observation sur les bords en temps. On n'a pas besoin de connaître la condition initiale, on n'a pas besoin d'évaluer U en temps final, et ça, c'est pas négligeable. Et donc, le gros théorème, c'est le suivant. Donc, il existe lambda 0, tel que pour tout lambda plus grand que lambda 0, il existe un S0 qui dépend de lambda, et une constante C qui dépend uniquement de ce S0 et de ce lambda 0, hein, tel que, on est le left-hand side dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est plus petit que, alors, toujours le second membre, évidemment, qui est enfin, l'opérateur qui correspond donc au terme source, qui est dans le second membre de cette inégalité de Karlmann, plus l'observation, ce que je qualifie déjà d'observation, ça sera ça, les termes qu'on va garder. Donc ici, vous voyez que l'observation, elle est finalement assez restreinte. D'ailleurs, il doit me manquer quelque chose, il doit me manquer U dans cette observation, je n'avais pas fait attention. Ici, il devrait y avoir un U carré. Enfin bref, ici c'est l'observation de la solution, parce que là on n'observe rien. Toutes ces quantités sont connues. Donc il manque un U ici. Et donc c'est l'observation de U, mais regardez sur petit oméga croix 0T. Donc l'observation, pour le moment en tout cas, ce que je qualifie d'observation, c'est relativement restreint. Et oméga est quelconque hein, dans la construction de ce qui précède. Petit oméga est un arbitrary subdomain of oméga. On peut le rendre aussi petit que l'on veut. Donc ça, c'est assez positif. Voilà. Et donc, toujours pareil, cette constante C est indépendance de S, et ça va être très important pour la construction pour l'écriture du point inverse. Alors, version 2 de cette inégalité de Karlmann, globale, hein, globale donc, puisqu'on ne s'occupe plus de la partie en temps. Donc cette fois-ci, pareil, on considère, donc la version 2 va
concerner l'observation non plus localisée, mais l'observation sur une partie du bord. Donc pour ça, on change le poids. Donc je considère une partie de d oméga que j'appelle gamma, arbitraire. Donc ça c'est très important, c'est quelconque. Alors que dans le cas hyperbolique, par exemple, on est contraint par des hypothèses. Là, c'est quelconque. Je peux prendre gamma, autant je peux prendre petit oméga aussi petit que je le veux, autant gamma, je peux le prendre aussi petit que je le veux sur le bord. Eh bien, voilà, il existe une fonction d, donc on est capable de construire ça, il faut que ces fonctions d existent, hein, parce qu'il y a des contraintes quand même, qui soient positives, dont le gradient est positif partout, qui vérifie cette inégalité, gradient d scalaire nu, négatif, pour tout x extérieur à l'ouvert gamma, à l'ouvert gamma, donc le bord, alors ici il s'appelle grand gamma, Voilà. Donc, on a une contrainte de signe du produit de la dérivée normale de D, de la dérivée normale de D sur cette partie-là. Il faut qu'elle soit négative. Donc, on suppose qu'on contrôle cette dérivée normale, et le fait de contrôler cette dérivée normale nous permet d'obtenir, c'est la seconde version de la global form de Karlman, d'estimation de Karlman. Donc, toujours pareil, j'ai un terme de gauche qui n'a pas changé, d'accord ? Et un terme de droite qui, lui, maintenant, contient une observation un peu plus complexe, hein, puisqu'elle fait apparaître du DTU, du gradient U et du U, mais sur cette partie quelconque du bord, gamma croisé ρT. Voilà, donc, observation localisée en espace, observation localisée à l'intérieur de l'ouvert, observation localisée sur une partie du bord. Ce sont les deux formes qui sont à notre disposition pour établir les inégalités de Karlman. Alors maintenant, comment on va s'en servir de ces inégalités de Karlman pour notre objectif qui est la résolution du problème inverse. Alors je reviens sur le problème qui nous intéresse. Alors tout à l'heure, je vous avais dit qu'on pouvait parler de potentiel ou de reconstruire un terme source, c'est exactement pareil, il suffit, je répète, de faire la différence. On part du potentiel, on fait la différence, et on récupère cette formulation-là. Hein. Et voilà. Donc en gros, ici, vous avez le P-Q si vous partez du problème avec P et le problème avec Q. Donc voilà, on réécrit le problème initial 2 sous la forme d'un problème avec ce terme source à reconstruire ici. Donc F est à reconstruire, R est supposé connu. U sur le bord est égal à 0. Voilà notre problème tel qu'il est posé. Je considère petit oméga un sous-domaine quelconque de oméga, θ strictement positif, appartenant à l'intervalle 0t. Et l'objectif, c'est de déterminer ce terme source, f de x, en mesurant U sur tout l'ouvert au temps θ fixé ici, et U sur oméga, petit oméga, croisé ρt. C'est ça notre objectif. En fait, c'est ce qu'on sait faire. C'est pour ça a priori, l'objectif, c'est de déterminer f de x avec le moins d'observations possible. Ben là, vous avez sous les yeux les observations nécessaires pour reconstruire f de x via l'utilisation des inégalités de Karlman. Alors, ça, je vous le détaillerai, on le fera en séance de TD ensemble, je vous montrerai comment, ou même peut-être je vous proposerai l'exercice à préparer, puis on le corrigera ensemble. Alors, c'est un exercice, c'est plus fort qu'un exercice, c'est quand même un début de preuve assez technique à utiliser, mais c'est quand même pas aussi technique que l'utilisation des inégalités de Karlman, mais vous pouvez vous inspirer de ce qu'il y a dans les livres. Hein. Le but, c'est de le manipuler. Hein. Vous n'allez pas inventer quelque chose, mais le fait de le manipuler, c'est quand même assez intéressant. Et donc, on le reverra ensemble, si vous n'êtes pas arrivé à... Enfin, dans tous les cas, on le reverra ensemble. Alors, donc, je répète, ce qu'on veut, c'est reconstruire f de x, et là, le mot reconstruire, il est vraiment adapté parce que c'est un des aspects positifs de Karlman Estimate, c'est qu'on obtient une inégalité de stabilité, en général des inégalités de stabilité de type Lipschitz, ou au pire Holder. Donc, de bons outils de convergence, a priori, dans l'optique de simulation numérique. Donc, je veux reconstruire f à partir de cette observation, donc ça veut dire que j'observe U sur tout l'ouvert à un temps θ, ça c'est pas terrible, mais on n'a pas le choix, et de U sur n'importe quel sous-ensemble de grand oméga, fois 0t, ça c'est bien. Ça c'est bien parce que j'ai très peu de contraintes sur oméga, il peut être aussi petit que je veux, à n'importe quel endroit.
Alors, comment on arrive à ce résultat? Les idées, le détail du calcul, on le saura plus tard. Eh bien, en fait, on part de cette équation. On part de cette équation. Donc, dtu, l'équation de base, c'est celle-ci. dtu moins Laplacien u égale f de x, r de x et de t. OK. Ça, c'est supposé connu. Bon, il y a quelques hypothèses quand même que je reprendrai quand on fera le détail. Cette quantité-là est supposée connue, celle-ci est supposée inconnue, et puis on a une hypothèse de positivité au temps θ de ce coefficient-là. Alors l'idée c'est quoi? Donc j'ai u qui vaut 0 sur le bord. D'accord? On pourrait trouver des résultats avec des conditions de Neumann, ça existe aussi, il y a du Karlmann avec Neumann sur le bord. Alors l'idée c'est quoi? C'est de dériver cette équation en temps. Et c'est là qu'apparaît l'hypothèse fondamentale quand on utilise Karlmann, c'est que le coefficient qu'on veut reconstruire, que ce soit le terme source ou le potentiel, ne soit que spatial dependent, ne dépende que de l'espace. Parce que l'idée, c'est qu'on va dériver en temps, on va poser V égale dtu, d'accord, et on va dériver formellement en temps cette équation. Et donc, vous allez lire dtv moins Laplacien V égale, eh bien, comme je dérive en temps, ici j'ai f de x, on ne le touche pas, dt de r de x et de t. J'aurai évidemment V sur le bord qui vaut 0, et surtout, ce qui va apparaître, c'est que la condition initiale, V en 0, ça va être dtu en 0, mais dtu en 0, c'est Laplacien u en 0, plus f de x, r de x0. Alors en fait, ce n'est pas en 0 qu'on va l'évaluer, on s'en fiche. Mais je vous montre ce qui se passe si on voulait l'évaluer en 0. Mais on peut l'évaluer à n'importe quel point, en particulier en θ. D'accord? Mais en 0, voilà, l'idée c'est que si je réécris ce problème-là avec une condition initiale, eh bien, ma condition initiale, cette fois-ci, elle contient quoi? Elle contient l'information que je veux, enfin la quantité que je veux reconstruire, elle est là. Elle est plus dans... Alors, elle est toujours dans le second membre ici, mais j'ai réussi à la faire apparaître ailleurs, et c'est ça qui va être une des clés, une des idées qu'ont eu De Gam et Kilbanov pour amorcer l'écriture du point inverse. C'est assez joli, très technique, mais très joli. Et donc, ayant cette... Alors, en fait, c'est pas là qu'on va l'évaluer, on va l'évaluer pas en 0, mais en θ, le θ strictement positif dont j'ai parlé tout à l'heure. Peu importe. D'accord? θ, il n'impacte pas f de x. Donc là, on aura une hypothèse, évidemment, à un moment ou à un autre, il faut diviser par quelque chose. Quand on a un coefficient en facteur, il faut diviser. Donc on va être obligé d'avoir des hypothèses sur la non-nullité de ce coefficient. Bref, on aura quelques hypothèses supplémentaires. Mais là, on a fait démarrer la machine de Karlmann, parce qu'après, on va écrire des inégalités de Karlmann sur cet opérateur-là, avec comme objectif d'utiliser cette égalité pour récupérer le f de x qui nous intéresse. Donc il y a tout un travail là-dessus, mais qui se fait plutôt bien, et c'est là qu'on voit quel rôle vont jouer les coefficients S et lambda, en particulier S. Le lambda, dans le cas du potentiel, on n'en parlera pas, on n'en a pas besoin. Par contre, on va jouer sur le grand paramètre S en lui faisant prendre des valeurs suffisamment grandes pour isoler f de x dans le membre de gauche et obtenir cette fameuse inégalité de stabilité. Donc, c'est ce que je viens de vous raconter. Evaluate the first equation in 3 at 1 time θ. Donc, on évalue cette équation au temps θ. On récupère f de x et on obtient. Alors, évidemment, pour passer de là à là, évidemment, c'est un peu plus long que ce que ça a l'air d'être dans mon transparent. Alors, l'inégalité de Karlmann utilisée, c'est celle dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est une égalité avec globale, donc qui utilise les jolis poids dont j'ai parlé tout à l'heure, et voilà, et on obtient cette formulation-là, cette inégalité Karlmann avec toujours le I tau V, c'est mon membre de gauche, c'est le left hand side de Karlmann. Voilà. Alors, le résultat obtenu, et on le détaillera, ce résultat, ensemble. Voilà, donc il y a quelques hypothèses. Il faut que U et dtu soient dans H de 1. Donc c'est là qu'on trouve, quand je disais dans le partie 1 du cours qu'on aurait besoin d'hypothèses de régularité, Karlmann est
plutôt exigeant en termes de régularité des solutions. C'est-à-dire qu'il faut qu'on ait quand même, puisqu'on va dériver, vous voyez qu'on dérive ici, donc déjà il faut que ce soit possible, il faut que ça ait un sens. Là c'est formel, mais à un moment ou à un autre il va falloir prouver que ce qu'on a écrit a un sens, que les solutions existent dans le bon espace. Donc Karlemann nécessite beaucoup de régularité des solutions, c'est un des côtés un peu sans doute à améliorer hein, pour être utilisé. Hein. Et donc c'est pour ça que hier j'ai insisté sur, quand j'ai présenté globalement les opérateurs paraboliques, j'ai passé pas mal de temps sur les résultats de régularité parabolique concernant ces opérateurs, les résultats d'amélioration de ces improved regularity, donc d'amélioration des résultats de régularité, parce qu'on aura besoin, selon le niveau de difficulté du Karlemann utilisé, d'avoir plus ou moins de... Des fois, il y a des problèmes dans lesquels on est obligé L'idée, c'est de dériver plusieurs fois l'égalité de base. Et donc, si on dérive plusieurs fois, il faut qu'on ait la régularité associée. Il faut que les dérivés en temps multiples, on peut aller jusqu'à l'ordre 3. Enfin, on peut aller jusqu'à n'importe quel ordre en réalité, mais un problème, disons, raisonnable, de difficulté raisonnable, des fois nécessite de calculer des dérivés multiples en temps. Et automatiquement, il faut qu'on ait aussi une régularité en espace, puisqu'il faut que les solutions existent. Donc voilà, tout ça, c'est assez exigeant. Dans l'exemple qui nous intéresse, on a besoin de cette régularité, on a besoin évidemment, vous l'avez vu, qu'on dérive le fameux R, le terme source, voilà, et que ce fameux R x d'état soit non nul, donc il y a des contraintes, hein, bien sûr. Et alors, sous réserve que ces contraintes soient réalisées, voilà la jolie inégalité de stabilité qu'on obtient, qui est donc que la norme de F, alors F, je vous rappelle que c'est rien d'autre que Q moins Q0, hein. Le terme source, c'est donc... Q moins Q0, hein, Q0 étant connu, donc la norme de Q moins Q0 en norme L2, qui est donc la norme de F en norme L2, ça c'est plus petit qu'une constante fois la norme de U au point θ en temps, L2 de oméga, plus H2 d'oméga. Oui, puisqu'on va voir, le H2 il vient de ça. Alors on va voir des termes en laplacien. Plus, donc ça c'est l'observation de U en norme H2 au temps θ, donc ça c'est le terme qu'on aimerait éviter, mais qu'on ne sait pas éviter avec la technique. Et puis l'observation localisée, donc ça c'est beaucoup plus acceptable, on va dire. Donc ici en l'occurrence c'est H1 en temps, H1 en temps on le comprend, hein, L2 d'oméga, et ça c'est le côté très positif, hein, puisque l'observation oméga, rappelez-vous, c'est un ouvert, un sous-ensemble ouvert de grand oméga quelconque. Hein. Voilà, et tout ça pour lambda et S suffisamment grand. Ça apparaît dans la preuve, évidemment, le choix de... Voilà. Alors, si on change la fonction poids, vous l'avez compris, tout à l'heure, il y avait deux versions du global Karlemann estimate, la version avec une observation sur petit oméga et la version avec une observation sur une partie du bord, quelle qu'elle soit. Eh bien, on remplace à ce moment-là cette partie-là. Donc, la deuxième version, c'est que à la place de l'observation sur petit oméga, on a une observation sur n'importe quel ouvert gamma. Hein. Voilà, donc je remplace ici, donc versus la norme de U, H1 en temps, toujours, puisqu'on dérive en temps, hein, ça c'est incontournable, et H1 sur petit gamma. Donc c'est l'observation de la trace de petit gamma 0, donc gamma 0 étant, j'ai changé les notations apparemment, petit gamma 0 étant un ouvert quelconque un sous-ensemble quelconque de d oméga du bord de oméga. Ok, alors, le pouvoir des paramètres. Tout à l'heure, j'ai dit, la plupart du temps, on utilise le paramètre S, le grand paramètre S, et on joue sur ce paramètre pour établir notre inégalité de stabilité. Il se trouve qu'il y a des problèmes qui font que l'utilisation du seul paramètre S n'est pas suffisante. Et on va jouer à la fois sur le paramètre S. Donc je veux juste vous citer cet exemple-là, hein, et je vous donnerai la référence, parce que là aussi je ne pourrai pas rentrer dans les détails. Il s'agit d'un système. Donc on considère un système parabolique, et le système a été abordé, vous allez voir,
plusieurs fois, hein, avec plusieurs types de problèmes de reconstruction de coefficients cherchés, des coefficients d'ordre 0, des coefficients dans la partie principale des opérateurs concernés, ce qui est beaucoup plus difficile, des systèmes fortement couplés ou faiblement couplés. Il y a énormément potentiellement de reconstruction de coefficients qui sont abordés dans les systèmes. Et c'est un peu plus compliqué d'étudier les systèmes, évidemment, que d'étudier un opérateur scalaire. Donc, je reviens à mon système. Donc, j'ai une première équation parabolique. Donc, vous voyez qu'il y a un couplage ici, donc c'est une équation en Y et Z. Hein. J'ai un couplage ici d'ordre 0, hein, BZ ici, et d'ordre 0 ici, c'est Y, d'accord. Alors, ici, on suppose que les coefficients sont connus, et ce qu'on veut reconstruire, c'est F. En gros, ça correspond à la reconstruction du terme de couplage petit b. L'idée, c'est ça, c'est que ce F de X, ça correspond à la reconstruction du terme de couplage. C'est celui qui est intéressant. Rappelez-vous, hier, je vous ai parlé des systèmes Lotka-Volterra, avec une illustration via l'idée qu'une espèce connue peut être envahie par une seconde espèce, et ce qui nous intéresse, c'est de reconstruire des coefficients inconnus, puisque justement la nouvelle espèce est inconnue. Ben, c'est un peu ça ici, hein, sauf que le système est beaucoup plus simple, hein, il n'y a pas de, les coupages sont assez faibles, et voilà, mais bon, on commence par du simple. Hein. Donc, j'ai des conditions de Dirichlet au bord, et puis j'ai deux conditions initiales. Hein. Donc, voici les hypothèses sur les coefficients. R appartient à l'infini. Bon, ça, c'est des conditions qui vont permettre, en gros, d'assurer l'existence solution positive du système. Hein. C'est une sorte de principe du maximum, mais qui n'existe pas pour les systèmes. C'est une sorte de principe de comparaison de solutions. Bref, sous ces hypothèses-là, je suis capable de prouver l'existence d'une solution positive. Et solution positive, ça va me servir ici. Hein. Ah, mais je ne l'ai plus hypothèse, c'est quand à un moment, il faut diviser par quelque chose. Donc, on a besoin d'hypothèses pour assurer la non-nullité d'une solution sur au moins un temps donné. Alors, OK. Donc, si on note I de Q, donc l'idée, c'est le membre de gauche de... Hein, c'est ça, hein, ça ressemble très fort à ce qui est écrit là, d'accord. Donc ça, c'est le left-hand side de mon Karlmann. Eh bien, l'idée, c'est, on va écrire, donc je reviens sur le système, hein, on va écrire un Karlmann pour cet opérateur. Évidemment, il va contenir du Z, hein, ça c'est un peu surprenant, hein, comment va-t-on faire pour se débarrasser du Z? On va écrire un Karlmann pour cet opérateur-là, lui il va contenir du Y, le but c'est de se débarrasser du Y. En fait, l'idée c'est d'avoir un Karlmann pour le système dans lequel, dans le membre de droite, je n'ai que ou Y ou que Z. Je ne veux observer que Y ou que Z. Et ça, c'est un joli résultat. Donc si j'écris une Karlmann pour Y et pour Z, ben, vous voyez que j'ai du Z et du Y dans le second membre, ça c'est pas terrible, hein, parce que si le but c'est de multiplier les observations, bah à ce moment-là, j'ai plus trop de difficultés. Si je sais tout observer, je sais aussi observer les coefficients. On pourrait même dire que le problème inverse n'existe pas. L'idée, c'est qu'on a très peu d'observations possibles. Et par exemple, observer qu'une seule population, si je parle de population, ou qu'une seule composante, ou Y ou Z. Donc ça se déduit immédiatement de l'écriture de deux Karlmann estimate, l'une pour Y, pour les premières équations pour Y et l'autre pour Z. Et donc, l'idée, c'est comment se débarrasser ou de Z ou de Y, pour n'avoir qu'une seule observation, l'observation que d'une seule composante. Eh bien, on a ce théorème qui, par des considérations relativement simples, mais assez techniques, permet effectivement d'estimer les normes à poids, donc les fameux poids en S et lambda, hein, là les poids en lambda vont servir, hein, donc avec les hypothèses standards, d'estimer les left-hand side en Y et en Z, avec l'observation uniquement d'une des deux composantes, ici en l'occurrence Z, d'accord. Alors vous voyez le prix à payer, alors c'est une observation localisée, donc ça c'est très très bien, ça c'est le second membre, le F carré qui était dans mon système, hein, c'est lui que je vais essayer de récupérer. Et donc vous voyez que bon, les puissances, alors ici elles ne sont pas très très gênantes, hein, puisque c'est l'observation, je peux avoir les poids que je veux. Par contre ici, c'est très bien qu'on n'ait pas de poids en puissance de S ou de lambda. Pour la pratique du problème inverse, c'est très très important. Et grâce à ça, on est capable d'établir un résultat de reconstruction d'un des coefficients. Donc en l'occurrence, rappelez-vous, je reviens sur le système. Voilà. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est reconstruire ce coefficient de couplage, un B, d'accord, qui lie donc les deux équations. Et bien ce coefficient de couplage, on est capable de l'estimer
Donc on est capable d'estimer la différence entre deux coefficients de couplage dans une norme L2. Par quoi? Par quelque chose qui va ressembler à l'inégalité stability ici, d'accord? Donc c'est l'estimation, donc c'est la norme H en temps en fait, hein, c'est l'équivalent de ce qu'il y a là, la norme H en temps à valeur L2 de oméga, hein, c'est exactement ce qui est écrit là, de z moins z tilde, donc on a cet objet-là, parce que c'est la même technique qu'on utilise, on va dériver en temps les équations, et alors ça, on n'arrive pas à s'en dépêtrer, c'est l'observation à la fois de y et à la fois de y tilde, pardon, à la fois de y et à la fois de z, excusez-moi, au temps θ sur tout l'ouvert en norme H2, puisqu'ici vous voyez qu'il y a du Laplacien de y, et ici il y aura du... Bon, ici c'est que la normale de z, mais bref, dans tous les cas, il faut observer les deux composantes sur tout l'ouvert à un temps θ. Donc ça, c'est le côté faible du résultat. Ça reste une inégalité de stabilité intéressante, hein. C'est des normes L2, il n'y a pas de le coefficient C, j'aurais pu le mettre en facteur partout, là, il est partout, j'aurais pu le mettre en facteur. Donc il n'y a pas d'inégalité de type logarithmique comme on l'a trouvé tout à l'heure, ou avec une convergence très très faible, là c'est une convergence assez forte, hein. Mais le prix à payer, c'est que j'ai beaucoup d'observations. Remark on the number of observations, ça veut dire que voilà, je dois observer ici, ça c'est bien, mais je dois observer le Y partout et le Z partout. Bon, c'est bon de mettre en évidence les avantages et les inconvénients de certaines méthodes, surtout quand on a le choix et qu'on peut choisir, justement. Quand on a le choix, on peut choisir. Et selon les circonstances, selon le problème qu'on veut étudier, selon les contraintes physiques, eh ben on se dit, si je suis très fortement contraint en termes d'observation, je ne vais peut-être pas utiliser cette technique-là. Voilà. Et au contraire, si j'ai une grande souplesse sur les observations, cette technique-là est intéressante parce qu'elle vous donne une inégalité de stabilité. Alors, j'écris les références essentielles pour comprendre ce qui est écrit juste avant. Des extensions de ces résultats, en particulier concernant les estimations dans le cas des systèmes, par exemple, voilà, que vous pourrez trouver dans ces articles-là. Alors, qu'est-ce qui est à améliorer dans la méthode d'Dirichlet-Neumann? Vous l'avez compris, c'est évidemment le global measurement of the component on all the domain at one time. C'est là que le bas blesse. Et alors, je répète, hein, c'est spécifique à l'utilisation de Kerlemann pour les problèmes paraboliques. Hein. Cette contrainte, on ne l'a pas. Dans le cas hyperbolique, il y a une astuce qui consiste à remonter le temps, en quelque sorte, ce qu'on ne peut pas faire dans le cas parabolique. Hein. Et donc, dans le cas parabolique, on est obligé de se mettre à un temps θ. Dans le cas hyperbolique, on utilise la condition initiale. Donc, on a la même contrainte, mais on l'a traduit par une observation de la condition initiale qui, en général, est donnée. Donc, ce n'est pas vraiment une contrainte. Hein. Dans le cas parabolique, on ne peut pas symétriser autour de 0, puisque ça reviendrait à remonter le temps, et ça, évidemment, on a vu hier, hein, les solutions, il n'y a pas à cause de la diffusion avec une vitesse infinie, on ne peut pas remonter le temps pour les équations paraboliques. Bien. Alors, une troisième approche, pour essayer de répondre partiellement aux deux contraintes, aux deux défauts, entre guillemets, qu'on a relevés dans les très belle technique Dirichlet-Neumann et Kerlemann Estimate. C'est donc à travers cette troisième approche que je vais vous proposer là, qui, vous allez le voir, à l'avantage de la simplicité, a aussi l'inconvénient, on verra un inconvénient assez majeur, hein, mais qui n'est pas, comment dire, définitif, c'est-à-dire que cette technique peut évidemment s'améliorer, alors que les inconvénients que j'ai notés dans Dirichlet-Neumann, MAP et dans Kerlemann, eux, ils sont rédhibitoires, c'est-à-dire qu'on ne pourra pas les améliorer, ces points-là, hein, sauf en changeant la méthode, bien sûr. Alors, pour les équations de réaction-diffusion, pour résumer, donc, les résultats de point inverse sont obtenus soit par Kerlemann, qui nécessite, donc je l'ai dit, cette observation de la solution à un temps t' strictement positif, mais pour tout x dans le domaine. Là, ce que je vous proposais, c'est une approche assez récente qu'on a développée avec un de mes collaborateurs, qui va utiliser une observation en un point unique. Alors, c'est en dimension 1, donc je vous le dis tout de suite, c'est ça le défaut pour le moment actuel de cette méthode, c'est qu'on ne sait pas encore l'extrapoler à la dimension supérieure à 1. Bon, au moins les choses se voient bien. Donc, on est capable de reconstruire, de résoudre un problème inverse, les points inverses que j'ai cités, et même d'autres, beaucoup plus variés, avec l'observation simplement de la solution en un point, d'accord ? Pendant un intervalle de temps, bien sûr, proche de 0, c'est-à-dire qu'il suffit de se placer proche de 0 et de mesurer l'observation, de mesurer la solution pendant un temps 0 θ quelconque.
Et il faut, par contre, qu'on connaisse la condition initiale. Bon, on peut considérer que ça peut être rédhibitoire dans certaines situations, mais on peut contrôler la condition initiale en général, sur tout l'ouvert. Et là, on n'a pas besoin de cette observation de la solution à un temps strictement positif sur tout l'ouvert. Alors, pour bien visualiser la différence entre les observations nécessitées par Karleman et les observations nécessitées par la méthode que je vais vous présenter, en vert, vous avez ce que nécessite Karleman. Donc, clairement, il faut connaître la solution partout sur tout l'ouvert. Ça, c'est l'ouvert d'observation. C'est l'ouvert sur lequel on travaille, 0,1. Donc, il faut connaître la solution partout à un temps t' strictement positif et la connaître localement. C'est le petit oméga de tout à l'heure. Donc, ce que je vais vous proposer, il faut connaître la condition initiale. D'accord ? Partout. Et il suffira de connaître pendant un time interval 0θ, la solution en un point x0. En un point x0, x0 quelconque, y compris les bords, y compris en 0 et 1. Et ça, je ne l'ai pas dit, mais il y a beaucoup de choses que je n'ai pas dit non plus. Dans le cas des systèmes, par exemple, on ne s'est pas observé au bord, avec Karleman. Dans le cas des systèmes avec Karleman, on ne s'est pas observé au bord. On n'a que des résultats avec des observations locales. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est un moyen visuel pour déjà comparer les deux approches en termes d'observation. Alors, de quels résultats, de quelles propriétés on a besoin pour développer la technique que je vais vous proposer dans la suite? Je vous proposerai un résultat, puis on le démontrera plus tard en TD ensemble. Hein. Et c'est assez simple. Ça a l'avantage de la simplicité aussi, la technique. On a besoin du principe du maximum. On a besoin du principe du maximum, hein, que je rappelle ici. Donc, si U, alors C1,2, rappelez-vous, hein, on l'a vu hier, c'est de classe C en temps, de classe C2 en espace. Hein. Donc, si U a cette régularité, si on considère que le coefficient C est négatif et appartient à cet espace de régularité, si on suppose que l'opérateur qui est désigné ici est négatif sur ce domaine-là, donc x1, x2 croix 0t, alors le maximum, donc ça c'est le principe du maximum, hein, qui veut dire que le maximum sur UT bar, donc sur tout l'ouvert croix 0t, c'est le maximum sur gamma indice t, ou gamma indice t est défini ici, c'est UT bar moins UT. Donc c'est toute la frontière parabolique. Hein. Et de plus, si on a comme hypothèse supplémentaire que la solution est positive, on n'a pas besoin de cette hypothèse de signes. Bon, c'est une version du principe du maximum, il y a plusieurs versions, je ne m'étends pas là-dessus, mais on a besoin du principe maximum. En fait, on a besoin d'une des conséquences du principe du maximum. Et puis on aura aussi besoin du lemme de Hopf. Alors le lemme de Hopf, je le rappelle ici, et je vous donnerai aussi une autre version, c'est celle qu'on utilise. Donc que dit le lemme de Hopf? Donc le début c'est pareil, hein, j'ai des hypothèses de régularité sur la solution, j'ai un C qui est négatif, je suppose que ceci est positif. Alors, deux possibilités, oui c'est ça, deux possibilités. Si U atteint un minimum au point T étoile x1, d'accord, avec T étoile strictement positive, ben soit c'est la dérivée normale en ce point-là, T étoile x1 qui est strictement positive, soit, donc ça doit être un minimum respectivement maximum. Il manque quelque chose là aussi, il faudra que je vérifie ce point-là. Voilà. Donc soit la dérivée normale est strictement positive, soit U est maximum sur cet intervalle-là. Hein, le maximum M star est atteint sur tout l'intervalle. Bon, si en plus on a U positif, on n'a pas besoin de l'hypothèse C négatif. Alors, ce n'est pas cette forme-là que je vais utiliser, elle est plus facile à comprendre, la forme du Hopf-Lemma que je vais vous proposer. Alors, voilà, another formulation. Donc, une autre formulation du lemme de Hopf, donc hypothèse de régularité identique. Je suppose que, comme tout à l'heure, cet opérateur est positif. Je suppose que U est positif. D'accord, donc je suis dans la partie basse du théorème précédent. Hein. Pardon. Voilà. Donc je suis dans cette partie-là. Alors, s'il existe T0 et X0 sur le bord, tel que U s'annule en ce point-là, alors j'ai deux possibilités. Ou bien U égale 0 entre 0 et T sur 2 et sur tout l'ouvert, ou bien la dérivée normale est strictement négative. Donc en fait, dit autrement, encore une fois,
voilà. En d'autres mots, le lend-off traduit le fait que en un point du bord, la solution ne peut pas vérifier à la fois une condition de Dirichlet et une condition de Neumann, sinon on a une contradiction. Pour que le lend-off soit applicable, il faut une condition de sphère intérieure, c'est-à-dire que qui sera vérifié par exemple si le bord est de classe C2. Hein. Bon, il ne faut pas des bords trop compliqués, il ne faut pas des bords avec des cuspides par exemple. Hein. Mais bon, il dit, le théorème de la condition de sphère intérieure dit que si je prends un Y, alors bon ici évidemment ça va être vérifié sur mon dessin, mais une image pour laquelle ça serait plus compliqué, c'est si vous avez un bord qui a cette allure-là, quoi. Donc il faut, si je prends un Y qui appartient au bord, il faut que je puisse trouver à l'intérieur de mon domaine une boule qui contienne dans son bord le Y, d'accord, et qui soit elle-même contenue dans l'ouvert. Alors vous voyez que dès qu'on a des figures de ce type-là, ça devient un peu plus compliqué. Bref, il faut des ouverts un peu réguliers pour que le lend-off soit applicable. Donc ça, c'est cette idée-là du lend-off. Et le principe du maximum va être utilisé dans la suite pour appliquer un principe de comparaison. Et par exemple, pour établir la stricte positivité des solutions. Donc ça aussi, ça peut être vu assez rapidement, mais je pense que je ne vais pas vous le montrer maintenant. Ça prend un peu de temps quand même à écrire. Voilà, donc c'est ça les idées. Donc vous voyez que les outils sont relativement élémentaires, hein, c'est le principe du maximum, pour faire simple, et ça c'est typique des équations de la chaleur, hein, des équations paraboliques, avec des bonnes hypothèses, mais ça marche, c'est-à-dire qu'on peut prouver des résultats de stricte positivité à peu de frais. Cette résultat de positivité, on peut aussi les prouver, là aussi avec quelques hypothèses, pour des systèmes. Il n'y a pas de principe du maximum, mais on peut appliquer des principes de comparaison pour les systèmes. Et je vous présenterai des résultats sur les systèmes. Et un des points clés de la preuve, c'est le lend-off, qu'on va mettre en évidence dans la fin de chaque preuve. Alors, un exemple, et celui-là on le développera ensemble, pas aujourd'hui, mais je vous proposerai qu'on le développe en TD, et c'est l'exemple de mon toy problème. Hein. Donc rappelez-vous le toy problème qui nous suit depuis le début, c'était reconstruire un potentiel avec Dirichlet-Neumann pour dtu moins Laplacien U égale Q, d'accord, je l'ai ici, mais en dimension 1, dtu moins d Laplacien U égale Q, ici Q c'est mu de x. Je propose des conditions au bord les plus générales possibles. Dans les cas qui ont précédé, c'était Dirichlet ou Neumann. Mais on peut, au prix d'un effort certain, par exemple pour Carleman, établir des inégalités de Carleman avec des conditions de Neumann. Ici, c'est transparent, j'ai envie de dire. La preuve de résultats que je vais vous proposer fonctionne quelles que soient les conditions au bord. Donc ici, si vous prenez alpha égale 0, vous récupérez du Neumann, du bêta égale 0, vous récupérez du Dirichlet ou du mixte. Et évidemment, ça c'est important, hein, c'est une des clés du résultat, il faut que la condition initiale soit strictement positive. Alors, donc, on considère le même problème, mais dans lequel mu est remplacé par mu tilde, et à ce moment-là, la solution du problème P indice mu tilde, c'est U tilde. D'accord ? On considère U tilde une solution du problème P mu où mu est remplacé par mu tilde. On suppose que U tilde satisfait la même initiale and boundary condition, hein, donc ça c'est ce qu'on a écrit dans le système précédent. Hein. Pardon. Voilà, hein, donc même initial condition, donc U0 tilde égale U0, et même condition au bord. Notre objectif, c'est de prouver qu'en n'importe quel point de AB, donc vous avez bien vu, c'est AB fermé, y compris au bord du domaine, hein, et n'importe quel θ strictement positif, là aussi, vous avez bien vu, c'est aussi petit que l'on veut, c'est-à-dire que l'intervalle 0θ d'observation peut être très très petit, très court. Eh bien, l'observation de la solution U tilde dans cet espace de temps et au point x à 0, si elle coïncide avec l'observation de la solution mu, ça entraîne que mu tilde égale mu pour tout x appartenant à B. Donc j'ai unicité, un résultat d'unicité, rappelez-vous, c'est la première strate quand on résout un problème inverse. J'ai déjà mon résultat d'unicité, j'ai un résultat d'unicité, et le prix à payer, ce sont ces observations-là. Dans le dessin de tout à l'heure, c'était la condition initiale, et puis la connaissance de ma solution, l'observation de ma solution en un point quelconque, pendant un time set aussi court que l'on veut.
Donc en d'autres termes, le space dependent, le coefficient mu de x, donc là aussi, alors j'insiste, comme pour Kerlemann, la dépendance en espace est fondamentale pour le raisonnement. Le cas time dépendante reste ouvert, on a déjà quelques idées là-dessus, mais ça reste ouvert. Donc on se contente des space dépendants de coefficients, et donc j'ai unicité du coefficient mu de x par n'importe quelle mesure de u sur cet ensemble-là. Voilà le résultat. Alors, les conditions, parce qu'il y a quand même des conditions, comme dans les méthodes précédentes, hein, sur la famille de coefficients qu'on est capable de retrouver, il faut que les coefficients soient Lipschitz continuous et analytique par morceau. Alors analytique par morceau, c'est pas du tout analytique, hein, parce qu'analyticité, quand les gens entendent analyticité, ils se disent bon, évidemment c'est très très simple, et puis c'est très restreint comme condition, très restrictif, puisque l'analyticité c'est quand même assez contraignant. Donc ici la réponse est non, parce que c'est une contrainte, puisque c'est un espace admissible, mais la contrainte n'est pas très forte. Je vous montrerai juste après un transparent où on voit le type de fonctions qui sont admissibles, et en général celles qui sont utilisées dans le cas numérique, par exemple. Donc je rappelle ce que c'est que la définition d'une fonction piecewise analytique. Alors cette assumption, cette hypothèse n'est pas très restrictive. Par exemple, l'ensemble des fonctions linéaires par morceau sur AB est un sous-ensemble que l'on peut accepter. Donc typiquement, voilà. Ça rentre dans le cadre de ce qui nous intéresse, donc vous voyez que c'est quand même très ouvert. Hein. Par contre, ce qu'on ne veut pas, c'est des coefficients qui soient un petit peu, qui aient des problèmes pathologiques. Hein. C'est-à-dire que voilà, quand ça oscille beaucoup, autour d'un point donné, ça ne rentrera pas dans le cadre de notre méthode. Ceci étant dit, cette exclusion, on la retrouve assez souvent d'ailleurs dans les résultats par d'autres méthodes. Hein. OK. Alors, voici le théorème, hein, donc je le reformule. Alors, pardon, non, ça c'est une... oui, c'est ça, pardon, ça c'est le théorème. Donc, que dit le théorème? Il dit que si je connais U et dxu au point x0 pour tout temps 0θ, alors j'ai résultat d'unicité et U égale U tilde. Ça c'est un corollaire, hein, mais ce qui nous intéresse, nous, c'est de reconstruire le coefficient mu. OK, alors j'ai un... Ah oui, alors la question qu'on peut se poser, c'est OK, pardon, c'est OK, là, ce que vous dites, c'est qu'il faut connaître U et dxu. Est-ce que la connaissance de U ne suffirait pas? Ce qui serait effectivement meilleur résultat. Il n'y a pas besoin d'aller chercher la dérivée en espace, même si c'est quand on a un seul point. On sait très bien que ça revient, en fait, ça, formellement, ça revient à dire qu'on connaît U dans un voisinage de x0, aussi petit soit-il, mais la connaissance de U en x0 n'est pas suffisante. Et effectivement, c'est le transparent suivant, c'est une sorte d'optimalité, c'est-à-dire que j'ai un contre-exemple, je vous propose ici un contre-exemple, dans lequel la connaissance de U en un point ne suffit pas. C'est-à-dire qu'ici, si je considère que U0 et les conditions au bord sont symétriques par rapport au centre de mon intervalle, d'accord? Eh bien, j'ai deux solutions, mu tilde et mu, qui vérifient, donc qui sont différentes, bien sûr, hein, puisque mu tilde, c'est mu de b moins x moins a, donc mu tilde de x est différent de mu de x, et pourtant, les solutions coïncident au milieu. Donc si je prends mon x0 qui a plus b sur 2, j'arrive à un résultat faux, alors que mon résultat... donc clairement, on voit que sur ce contre-exemple, que l'égalité de U pour n'importe quel temps en un seul point ne suffit pas. On a grâce à ce contre-exemple. Alors, je reviens sur les systèmes dont j'ai parlé hier, hein, et puis dont j'ai parlé tout à l'heure dans le cas Kerlemann. Et là, on a un joli résultat de reconstruction de coefficients, un peu de frais là aussi, avec très très peu d'informations, donc toujours en dimension 1. Donc, le système de Lotka-Volterra. Donc, rappelez-vous, hein, hier, on a une équation parabolique vérifiée par une première espèce, et puis donc, il y a une seconde espèce qui arrive avec, et qui vient perturber la première, et donc on a un système de Lotka-Volterra dans lequel, eh bien, tout ça c'est inconnu, d'accord? Toute la partie verte est inconnue, hein, en tout cas les coefficients sont inconnus, et nous ce qu'on aimerait c'est les reconstruire. Donc, ok, donc là je décris les systèmes. Bon, il n'y a rien d'extraordinaire. On suppose qu'on a un système compétitif, hein, c'est-à-dire qu'a priori, c'est pas du proie-prédateur, c'est pas du coopératif, c'est-à-dire le cas le plus standard, hein, c'est un système compétitif, c'est-à-dire qu'il y en a un qui... Alors,
mathématiquement parlant, ça veut dire que les coefficients de couplage sont positifs. Hein. Les coefficients de couplage, c'est A2,1 et A1,2, hein, c'est ceux qui couplent les coefficients ici. Au passage aussi, vous voyez que par rapport au système envisagé dans le cas Karlemann, qui était, je vous l'ai dit, couplé faiblement, hein, puisque c'était des termes d'ordre 0 qui étaient couplés. Alors là aussi, c'est des termes d'ordre 0, mais par contre, j'ai des termes non linéaires. Hein, donc j'ai des termes non linéaires, et puis le couplage s'est fait sur des produits. Donc ça, c'est évidemment plus sophistiqué comme système. Alors, quelles hypothèses je prends pour résoudre mon problème? Alors, le problème qu'on va résoudre est le suivant. On va reconstruire les coefficients de couplage. On va supposer que les coefficients de diffusion sont connus. Bon, tout ce qui est en bleu est connu. On va supposer que D2 est connu. Et on va reconstruire les 4 coefficients qui restent avec comme seule hypothèse que A12 est constant. On a besoin de cette hypothèse-là. Hein. A12 est constant. Par contre, tous les autres coefficients sont variables. Voilà. Donc, quel est le résultat? Alors oui, bon, je décris le système avec les conditions au bord qui sont des conditions très générales, qui peuvent être, qui incluent Dirichlet et Neumann. J'ai comme hypothèse que U0 et V0 sont dans cet espace-là de régularité, plus les conditions de compatibilité traditionnelles. Alors, la question est, pour un tel système, les coefficients en rouge peuvent-ils être uniquement déterminés par des mesures partielles d'une seule composante, bien sûr. C'est ça qui est important. Mesurer les deux, on peut dire que c'est multiplier les observations et donc le problème est plus facile à résoudre. Si j'ai à ma disposition que la mesure d'une seule composante, d'une seule espèce, est-ce que c'est possible? Et est-ce qu'il est possible d'obtenir une bonne approximation? Donc ça, c'est l'aspect quantitatif. Hein, l'aspect qualitatif, c'est l'unicité. L'aspect quantitatif, c'est est-ce que je vais récupérer une bonne approximation ou j'ai l'unicité, mais quant à la valeur, ça sera plus compliqué. Et tout ça à partir d'observations partielles de U ou de V sur un sous-ensemble de AB. Donc la réponse va être oui. Hein. Je rajoute quand même des conditions. Il faut que, en fait, il n'y a pas de secret. Je veux reconstruire plusieurs coefficients, il va falloir que je multiplie les observations. Je veux reconstruire un coefficient, on peut considérer une seule observation. Je veux reconstruire plusieurs coefficients, il faut plusieurs observations. Ici, les observations seront liées au changement de conditions initiales. Donc je considère trois ensembles de conditions initiales qui vérifient la contrainte suivante, c'est qu'elles sont... Alors, elle vérifie cette condition, mais pour mieux la comprendre, cette condition, imaginez ça comme 3 points, mais il faut que ces 3 points ne soient pas alignés, d'accord? Donc, ils sont dans le premier cadran, puisque j'ai la condition de positivité, mais ça, je l'avais inclus dès le départ, mais en plus, il ne faut pas qu'ils soient alignés, donc ça, c'est un choix, c'est pas un choix, c'est une contrainte, mais qui n'est pas très contraignante. Hein. J'ai toujours ma condition sur les coefficients retrouvés dans cet espace admissible, analytique par morceau. Eh bien, voilà, donc ça je considère le deuxième système avec les coefficients tilde, hein, et donc les solutions avec des tildes, avec des conditions initiales en tilde qui sont les mêmes. Et voici le résultat. Le théorème, c'est que si U et V, U tilde et V tilde coïncident en x0, et si soit la dérivée partielle en x de U coïncide avec la dérivée partielle de U tilde, soit même chose avec V, alors je récupère d'abord ces deux coefficients puisqu'ils sont constants, et ici, rappelez-vous, ils sont variables, je les récupère partout sur AB. On a une amélioration de ce théorème avec le résultat suivant, c'est-à-dire que là, vous voyez que je suis obligé quand même d'observer U et V en x0. On peut améliorer ça en n'observant qu'une seule composante, c'était ce qui était annoncé. Mais cette composante, je dois l'observer elle-même, sa dérivée spatiale et sa dérivée d'ordre 2 en espace, toujours sur le point x0 et en temps appartenant à 0 epsilon. Alors j'ai la même conclusion, y compris si x0 est sur le bord, et ça, rappelez-vous, dans le cas Karlemann, ça ne marche pas. Observation sur le bord, on n'a pas de reconstruction. Voilà. Alors, bon, évidemment, ça sous-entend qu'en fait, on observe U. Alors, formellement, j'observe en un point. Pratiquement, pour observer la dérivée en espace et la dérivée seconde en espace, il faut quand même observer le voisinage de x0. Mais, quel que soit ce voisinage, c'est ça qui est intéressant. Alors, commentaire sur ces résultats, alors il n'y a pas de maximum principal, mais il y a dans les systèmes compétitifs, mais avec cette astuce d'écriture, hein, c'est-à-dire que quand on fait la différence, on pose grand U égale U moins U tilde, et grand V, ça sera V tilde moins V. Eh bien, avec cette astuce d'écriture, on est capable de transformer le système compétitif
en système coopératif. Et là, on récupère des résultats de signes, c'est-à-dire que la condition de positivité qui va être fondamentale dans ma preuve, je l'aurai. Évidemment, le misalignement, c'est-à-dire le non-alignement des conditions initiales est important dans la preuve. Ok. Alors, une illustration numérique de ce résultat-là. Voilà, donc là, les valeurs numériques exploitées et les conditions initiales utilisées. Le point où l'observation est faite, hein, donc au point de 2 tiers, pendant cet intervalle de temps, 0,3, donc assez faible. Hein. Et ce qui est montré ici, c'est donc pour ce vecteur-là, on cherche le minimum de la différence entre c'est les deux observations nécessaires, les observations de U et V au point x0 pendant l'intervalle de temps 0 epsilon et de la dérivée spatiale de U, moins utile, au point x0 aussi pendant l'intervalle de temps 0 epsilon. Muni de cette fonctionnelle, mais on l'évalue sur 10 puissance 4 expériences, et on obtient ce nuage de points, d'accord, donc qui traduit, hein, vous avez ici, bon, ici c'est le log parce que sinon ça ne rentrait pas, hein, et ici vous avez la différence, hein, donc c'est-à-dire plus la différence entre les valeurs qu'on veut reconstruire et la valeur obtenue. Voilà, alors ce nuage de points, il nous a interpellés, parce que je vous rappelle que un des défauts, c'est pas un défaut, mais enfin on va dire par rapport aux autres méthodes, c'est qu'on n'a pas d'inégalité de stabilité, même médiocre. La technique de preuve nous empêche d'obtenir une inégalité de stabilité. Et le deuxième problème, hein, le deuxième défaut, c'est que pour le moment, on sait le faire qu'en dimension 1. Mais revenons au premier, l'inégalité de stabilité. Ben, quand on voit un tel nuage de points, on voit une sorte de concentration, on peut se demander s'il n'y a pas une inégalité de stabilité cachée. Ben, ça sera un exercice que je vous propose de chercher pour la prochaine fois. Il y a une inégalité de stabilité cachée là-dedans, en tout cas numérique, bien sûr, de type Holder, pour vous donner une petite piste, hein, et on le verra rapidement la prochaine fois. Voilà. Alors, une zoologie de ce qui peut être fait avec cette méthode-là, mais je vous donnerai des références après pour aller, si ça vous intéresse, pour aller voir. Une zoologie de typologie de DP parabolique aussi variée, hein, que possible, et ce qui fait que on peut qualifier cette méthode de versatile en anglais, mais donc de spectre large, c'est-à-dire qu'elle est pas universelle, ça c'est un peu prétentieux, mais en tout cas elle peut s'adapter à beaucoup de situations. Donc typiquement ici, si j'ai des non-linéarités très fortes, d'accord, ici je ne me contente pas du FKPP avec des non-linéarités d'ordre 2, j'ai du linéarité d'ordre n, quel que soit n. Eh bien, on est capable de reconstruire les coefficients, hein, donc, alors je ne détaille pas le résultat, mais je donnerai des références, on est capable de reconstruire les coefficients Muka. Hein, en multipliant les observations. Si je veux 2 coefficients, il va falloir sans doute 2 observations, 3 coefficients, 2 ou 3 observations, etc. Mais ce sont des observations ponctuelles, chaque fois la clé, et pas une infinité d'observations. Le EBMM dont j'ai parlé hier, c'est-à-dire le modèle climatique dont j'ai parlé hier avec des termes mémoire, hein, donc je repasse rapidement là-dessus sur sa présentation. Voilà. Ah, pardon. Et donc là en l'occurrence, voilà, alpha de x, je ne vois pas où il apparaît. Ah bah, je vous en ai parlé hier. Donc alpha de x, c'est l'albédo. Hein. Donc le coefficient d'albédo est uniquement déterminé. Donc le alpha de x, il apparaîtrait, il faut aller voir, non, il apparaîtrait. Ah mais il est là, voilà, il est là. Le albédo, il est là, d'accord. Donc ça, c'est le terme source, d'accord. Ce terme source contient l'historique, c'est-à-dire l'effet mémoire. Voilà, qui rend le modèle climatique plus réaliste. Hein. Donc j'ai le terme mémoire ici aussi. Bon, dans l'application, on n'a pas mis ici, mais potentiellement on peut le mettre. Donc là, vous avez un joli modèle EBMM. Eh bien, l'objectif, c'est de construire ce fameux albédo. Hein. Donc l'albédo, je vous l'ai dit hier, c'est le coefficient de réflexion de la lumière. Plus l'albédo est élevé, plus le coefficient de réflexion est faible. Je crois que c'est ça le principe.
je ne l'ai pas là. Enfin bref, par exemple, sur des surfaces sombres, il y a absorption, donc ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon, mais ça veut dire que l'énergie solaire est absorbée par la Terre. Au contraire, sur les surfaces lumineuses telles que la glace ou la neige, la réflexion est importante. Donc, plus la réflexion est importante, moins il y a d'échauffement. Et d'où l'importance de connaître l'albédo. Alors, on sait à certains endroits quelle est sa valeur, puisque justement, on sait que l'eau de mer, par exemple, absorbe pas mal, même s'il y a de la réflexion. Au contraire, la glace, je l'ai dit, réfléchit énormément. Mais il y a des tas de zones mixtes où l'albédo, on ne sait pas l'évaluer. En tout cas, on ne sait pas le calculer. Et si on est capable, à travers l'observation indirecte, d'évaluer cet albédo, c'est ça qui fait l'intérêt des points inverses, justement. Ok. Alors, et ça aussi j'en ai parlé hier, c'est l'approche stochastique des modèles paraboliques via le Kolmogorov-Bagrad transformation. Là, par exemple, ce qui peut être intéressant, c'est de reconstruire B, mais surtout le reconstruire sigma, qui est un coefficient de volatilité dans le cas des modèles financiers. Donc là, ce sont des exemples d'applications, donc je donne simplement le résultat. En l'occurrence ici, ce sont des résultats qui s'interprètent en termes stochastiques, c'est-à-dire qu'il suffit de connaître l'espérance et la variance dans un ouvert petit oméga. Alors là, le fait qu'on soit en dimension 1, comme dans le cas précédent, c'est pas du tout rédhibitoire, puisque c'est vraiment corrélé au modèle financier et au modèle climatologique. La dimension 1 ne pose pas de problème, au passage. Donc le modèle est vraiment adapté. Donc ici, si on connaît l'espérance et la variance localement de x de t, eh bien on peut récupérer à la fois B et sigma. Donc rappelez-vous, B c'est le terme de drift qui apparaît ici, d'accord ? Et sigma, c'est un coefficient de diffusion qui peut avoir plusieurs interprétations possibles selon le modèle qu'on veut coller. Voilà. Voilà, donc pour terminer, principaux avantages de la méthode, elle est entre guillemets universelle, en tout cas elle s'applique à beaucoup de modèles. Peu d'observations pour l'unicité. Donc l'information est contenue dans un petit espace, et le fait de connaître la condition initiale, c'est pas un handicap en soi, c'est pas très contraignant. Il n'y a aucune information sur les coefficients dans la condition initiale, bien sûr. Ça, c'est ce qu'on peut noter. Donc, par rapport à la Dirichlet-Neumann, on a besoin qu'on donne un nombre fini d'observations. Par rapport à Kalman Estimate, on n'a pas besoin de l'observation sur tout le domaine à un temps t fixé. Mais effectivement, le point amélioré, ça serait d'étendre ces résultats à des situations multidimensionnelles. Vous voyez que l'inégalité de stabilité, je n'insiste pas dessus, parce qu'en soi, les numériciens, ils se débrouillent très bien. Si derrière leur modèle numérique, il y a un résultat d'unicité, c'est bon, ça suffit, parce qu'ils savent que certainement leur modèle numérique s'y converge, ça sera vers... Comme il y a un résultat d'unicité sur lequel ils peuvent s'appuyer, ça sera sur la solution unique qu'on recherche. Donc, le résultat de stabilité, c'est bien, mais ce n'est pas incontournable. L'unicité est fondamentale, et c'est ce qu'on commence par chercher, bien sûr. Elle n'est pas tout le temps facile à obtenir. La stabilité, un peu moins. Ici, évidemment, ce qu'il faut améliorer, c'est le one dimensional case. Les références utilisées, et sur lesquels vous pouvez vous référer. Voilà, donc ça termine mon cours donc sur la notion de problème inverse et avec la présentation de ce que sont les problèmes inverses et ces trois approches qui recouvrent, si vous vous intéressez à ce domaine-là, énormément de papiers théoriques. Dans les papiers théoriques, vous verrez que les techniques utilisées sont... surtout dans les papiers récents, 10 dernières années, ces techniques que j'ai citées sont beaucoup utilisées. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut se restreindre à ces techniques-là, mais c'est un bon point d'appui pour comprendre comment ça fonctionne. Voilà, merci. Et donc je résume au passage ce que je vous ai demandé de faire comme petits exercices pour la prochaine fois, et je vous préciserai le contenu du TD. J'espère que ça sera évidemment pas en face à face, mais en vidéo, qu'on puisse se parler, parce que j'ai comme objectif de vous détailler certains points importants de démonstration. Donc, dans le cours d'hier,
il y avait un résultat d'instabilité que j'ai commencé, je vous en ai de vérifier. Il y avait un résultat d'unicité. C'est deux calculs qui prennent une ligne, hein, donc simplement on les reprend ensemble. Le résultat sur Holder, là, donc j'ai fait apparaître dans ce nuage de points une inégalité de stabilité. Ça, vous pouvez y réfléchir, hein, comment faire apparaître du Holder là derrière. Et puis donc, le contenu du TD, ça tournera autour de l'aspect mal posé de la chaleur. Je vous montrerai aussi, point inverse associé à la chaleur, pourquoi il est mal posé. Je l'illustrerai autrement. La reconstruction de l'équation de diffusion à travers une approche macroscopique. La construction de la solution fondamentale qu'on a vue hier, je vous proposerai une approche. Si j'ai le temps, c'est pas sûr que je puisse tout faire. Hein. La résolution du toy problème dans le cas de Kalman Estimate, ça je tiens à le faire, je le ferai, on le fera ensemble. Hein. Et puis donc la preuve du main toy problème via la point-wise méthode dont je viens de parler, aussi on le fera ensemble. Voilà, merci et à très bientôt, et puis on reste en contact au moins par Zulip. Au revoir.